que je peux regretter, c'est qu'aujourd'hui, dans les projets qui sont menés, souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir à l'espace de travail des cuisiniers. Espèce d'espace, un podcast de Ligne Rose et Contract, présenté par Max Flageolet pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces. Aujourd'hui, on part dans le décor avec Pierre Gagnère. De nos jours, un bon restaurant, ce n'est plus seulement une bonne assiette. C'est une expérience complète. Un décor, une atmosphère, une mise en scène. Depuis que les restaurants et Bar Design Awards ont vu le jour en 2008, sous l'impulsion du magazine Wallpaper, cette tendance n'a fait que s'accélérer, portée par les réseaux sociaux. Mais au fond, qu'est-ce qui nous bouleverse tant quand on entre dans un restaurant ? Ce que l'on déguste ou ce que l'on regarde ? Le goût d'un plat ou le confort d'une chaise ? À l'heure où le design prend de plus en plus de place dans nos assiettes et autour, on se demande comment les chefs étoilés parviennent à composer avec cette pression du beau. Comment éviter les pièges de l'uniformisation ou de la surdécoration ? Et surtout, où loge encore l'émotion, la vraie ? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre avec mon invité, Pierre Gagnère. Bonjour. Bonjour. Pierre Gagnère, vous êtes né en 1950 à Apinac, dans la Loire, et vous avez grandi dans une famille de restaurateurs, où vous apprenez très tôt que la cuisine peut devenir un langage. Formé dans les grandes maisons, vous vous faites remarquer dès 1976 en reprenant l'affaire familiale, le Clos Fleury. Vos maîtres mots sont créativité et poésie. En 1981, vous décidez de voler de vos propres ailes et ouvrez votre premier restaurant, avec lequel vous décrochez rapidement une étoile au Michelin. Dans les années 90, vous vous imposez comme l'un des chefs français les plus audacieux. Vous décrochez 3 étoiles à Saint-Étienne avant de vous installer rue Balzac à Paris. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure plus internationale. Londres, Hong Kong, Las Vegas, Dubaï, Séoul, Tokyo et j'en passe. Votre nom devient une signature mondiale. Vous ne délaissez pas pour autant la France avec la création du Pierrot, du Gaïa Rive Gauche à Paris et du Gaïa Cuisine de bord de mer à Châtelaillon-Plage. Projet sur lequel nous avons eu le plaisir de collaborer. Pierre Gagnère, vous êtes aujourd'hui à la tête de 13 restaurants. Vous cumulez, si j'ai bien compté, 13 étoiles au Michelin. Et vous avez d'ailleurs été élu par vos pairs plus grand chef étoilé du monde. Tout cela, vous le racontez dans Une vie en cuisine de Julien Fouin, publié en 2023, que je conseille d'ailleurs à nos auditeurs, à la fois récit de votre parcours et mémoire sensible. Justement, j'aimerais qu'on aille un instant dans ce registre des émotions et des premières fois, si vous le voulez bien. Alors pour commencer, vous vous définissez vous-même comme un cuisinier, artiste, artisan. Qu'entendez-vous par là ? La cuisine, c'est d'abord de l'artisanat, parce qu'il y a de la répétition, cette répétition, elle induit la qualité, forcément, et il ne s'agit pas de faire des écarts entre un dîner et un déjeuner. Et puis l'artiste, c'est la façon de construire un menu, c'est une façon de construire un goût, c'est la façon d'aborder ce rapport à la construction d'une assiette. Voilà. Donc l'artisanat, c'est ce qui assure la bonne conduite sur la durée, et l'artiste, c'est cette capacité à introduire quelque chose que les autres n'ont pas vu, trouver une petite faille qui va faire qu'un navet sera plus tout à fait un navet. Et cette conception-là, vous l'avez eue très tôt ou elle est venue progressivement au fur et à mesure de vos expériences, de votre formation ? Non, elle est venue très tôt. Parce que ce qui a été ma force et ma faiblesse, c'est que ce métier, au départ, je ne l'avais pas choisi. Il a été imposé par ma famille. Donc, moi, à 5 ans, j'avais une toque sur la tête. C'était à Val d'Isère. Je me souviens parfaitement. Donc, j'ai une toque sur la tête. J'ai une petite tenue cuisinier. Voilà. Donc, mon sort était scellé. Après 15 ans, je me retrouve en cuisine sans trop savoir ce que je fais là. Et puis, j'ai essayé ce qu'on dit d'apprentissage, qui pour moi n'ont pas été bons d'apprentissage, qui ont été plutôt des contraintes. Mais comme j'étais quelqu'un d'assez soumis, pas soumis, mais le respect de l'autorité, donc j'ai accepté. J'ai mal appris le métier, en fait. Et puis quand j'ai repris l'affaire familiale, mon père avait une étoile, donc j'ai sauvé l'étoile de mon père, en fait, voilà, c'était pas mal. Donc j'ai repris l'affaire familiale, et très vite, j'ai même pas réfléchi, j'ai senti que si je voulais sauver ma peau,
il fallait que j'aborde la cuisine différemment. Il fallait que j'aborde avec une forme de fraîcheur, une forme de naïveté, et que je mette du sens dans la façon de cuire un steak, quoi. En gros, voilà. Donc, il y a un truc qui m'a dépassé, et cette armure corsetée dans laquelle on m'avait enfermé, j'ai passé une grande partie de ma vie à l'enlever, mais en gardant finalement l'essentiel qu'on m'avait imposé, à savoir faire de la cuisine. Mais c'est pas un plat de votre enfance qui vous aurait particulièrement ébloui et donné envie de... non, pas du tout. Non, ça, absolument pas. Pas d'émotion particulière? Non, pas du tout. C'est venu après. Non, pas du tout. Le point positif de cette histoire négative, c'est que je me suis construit un univers mental, un univers gustatif. Je me suis construit et pendant des années, justement, je ne savais pas où j'allais. Donc, les gens qui m'entouraient, mes jeunes collaborateurs, les cuisiniers qui m'accompagnaient, me regardaient. Je ne pouvais pas leur donner des ordres, puisque moi-même, je ne savais pas où j'allais. Donc, j'étais dans une espèce de recherche. Et puis, peu à peu, ça s'est apaisé. Mais elle continue, la recherche, encore aujourd'hui. Ah oui, mais aujourd'hui, je suis effectivement, et heureusement d'ailleurs, plus dans la réflexion et dans une intention qui est déjà écrite et verbalisée. Avant, il fallait que je sois dedans, dans l'action. En préparant cet épisode d'Espèce d'Espace, je suis retombé sur une citation de la philosophe Anne Dufourmentel que j'aimerais partager avec vous. On l'écoute. L'émotion est absolument involontaire. Elle est un pur événement intérieur. Elle arrive, c'est tout. Vous surprend, vous désarme, insiste et bouleverse l'ordre des pensées. Anne Dufourmentel, Blind Date, Kalman-Levy, 2003. Ces mots d'Anne Dufourmentel, on pourrait presque les appliquer à votre cuisine, Pierre Gagnaire. Cette émotion, cet événement intérieur qui vous désarme, est-ce aussi ce que vous souhaitez faire vivre aux clients de vos restaurants? Ah oui, c'est même le seul objectif. Petit retour en arrière. La cuisine a changé dans les années 80 grâce à deux personnes qui ont été les piliers de ce qu'on appelait la nouvelle cuisine, à savoir Henri Gault, Christian Millot. Ces gens ont écrit la cuisine. Ils ont mis des mots sur des émotions qui sont identiques à la vue d'un spectacle, d'une œuvre d'art, d'une pièce de musique. Et le fait d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ressentaient, ça a donné une dimension poétique, une dimension onirique de notre métier. Et moi, c'est là-dedans où je me suis engouffré. Parce que j'ai compris que la cuisine pouvait être un vrai moyen d'expression. Et donc, mon ambition, qui est toujours évidemment là, c'est de créer un moment émotionnel, un peu parfois important, enfin, quelque chose d'unique, qui fait que les gens partent, disent « On a passé un moment formidable, un bon moment qui va au-delà de la cuisine ». On parlait des souvenirs culinaires ou pas d'ailleurs, et est-ce que vous vous souvenez de votre premier choc esthétique? Par exemple, une architecture ou un décor? Bonne question. C'est un lieu. Je pense que c'est une église romane. Je crois que c'était à Albi. Ou peut-être l'abbatiale de la Chaise-Dieu. Vous faites toujours ça, hein, je crois qu'on peut le dire, c'est de regarder ce qui se passe un peu dans les lieux où vous allez là. Vous marchez un peu avec le regard oui, mais aiguisé. Est-ce qu'il est aiguisé? J'en sais rien. Dans tous les cas, on fait des métiers assez solitaires. On n'a pas de sociabilité. Elle est inversée. C'est-à-dire que les gens viennent à nous. Mais c'est très éphémère parce que pendant des années, quand vous mettez votre vie dans l'assiette, vous avez en face de vous des gens qui vont vous juger, qui vont peut-être vous détruire d'un regard, d'un mot. Vous êtes tellement terrorisé qu'il n'y a pas de relation. Et ça, c'est 15 heures par jour. Donc, ce qui reste, c'est très peu. Donc, ce peu, il faut vite le prendre, et le prendre de façon très, très, très forte, parce que le temps est compté. Donc, c'est pour ça que le regard est peut-être aiguisé. Peut-être, effectivement, vous voyez, là, on est rentré tout à l'heure. Oui. J'ai été, je sais pas pourquoi. C'est à ça que je faisais allusion. J'ai été frappé par l'élégance de cet endroit où nous sommes, de cette place, cette église qui est ouverte,
ces bougies qui scintillent, l'odeur de l'encens qui frôle esthétique. les portes de cette église orthodoxe, j'ai vu. Eh ben ça m'a ému. Et ça m'a reposé. J'étais arrivé énervé, fatigué, et tout de suite, tac, et j'ai trouvé... Là, c'était un instant ce que vous disiez. Et puis la descente dans cette cave, dans ce lieu absolument magnifique, eh ben, ça me touche, quoi. Voilà. Oui, c'est de l'émotion sans pression, là, à ce moment-là. Voilà, ouais. Contrairement au restaurant. Absolument. Alors, sur le restaurant, je vous propose qu'on imagine ensemble votre restaurant idéal. Oui. J'ai un questionnaire, vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par question. Vous êtes prêts? Oui. Alors d'accord, c'est parti. Menu imprimé ou iPad? Imprimé, évidemment, bien sûr. Cuisine ouverte ou fermée? Entrouverte. Entrouverte. Oui. Ça, vous avez ça dans certains de vos restaurants? Dans tous les cas, dans mon restaurant principal, oui. Au Balzac? Oui, au Balzac, oui. Pour s'asseoir, chaise ou fauteuil? Plutôt fauteuil. La déco, classique ou contemporaine? Contemporaine, évidemment. À table, nappe, chemin de table ou rien du tout? Nappe, évidemment. Les assiettes en porcelaine blanche ou dans des teintes proches de la nature? Peu importe, c'est pas le problème. Ce qui importe, c'est l'utilisation intelligente de l'objet. Pour accompagner le repas, vin blanc ou vin rouge? Ça dépend du moment, ça dépend du plat. Comme musique d'ambiance, s'il y a de la musique d'ambiance, vous allez peut-être me dire qu'il en faut ou qu'il n'en faut pas. Chuck Berry ou Chet Baker? Alors, d'abord, je dirais qu'il n'en faut pas. Et s'il en faut, et pourtant j'aime Chuck Berry, ça serait plutôt Chet Baker quand même. Vous dites qu'il n'en faut pas, il y a quand même pas mal de restaurants, alors, peut-être pas les gastronomiques, mais où c'est devenu une sorte d'habitude, la musique de fond. Votre opinion là-dessus, c'est quoi? C'est même plus des musiques de fond, c'est des musiques d'ambiance. Ce sont des ambianceurs. Elles jouent un rôle, elles structurent un lieu. Je suis pas contre. Mais après, ça dépend ce qu'on met, comment c'est fait, enfin... Si vous pouviez réunir vos artistes préférés autour de la table, il y aurait qui? Il y aurait Tombly, il y aurait Tapiès, il y aurait Miles Davis, il y aurait Chet Baker, il y aurait Schubert. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ça fait un beau panel, oui, c'est plutôt bien, oui. Et au mur de la salle, Soulage ou Rothko? Rothko. Puisqu'on vient de clore cette visite imaginaire sur une note artistique, on va justement rester dans le registre pictural et le rapport à la création. On parlait de Soulage, justement, qui était en quête de perfection et qui détruisait ces toiles qu'il jugeait imparfaites. Oui. Pierre Gagnère, vous avez vous-même déclaré dans Libération, « Quand un plat est abouti, je le détruis et je passe à autre chose. » Pourquoi? Parce que les bonnes choses ne sont pas faites pour durer? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut toujours inventer quelque chose de nouveau? La perfection, elle est par rapport à un tableau, par rapport à une œuvre d'art qui peut s'inscrire dans la durée. La durée de vie d'un plat chez nous, dans notre métier, c'est 3 minutes. Parce que le plat, il est périssable et il meurt très vite, quoi. Donc, on atteint une espèce de, ce qu'on appelle en espagnol le duende, une espèce de perfection. Mais cette perfection, elle tient à la qualité du produit, la qualité du geste, un instant qui peut durer peut-être pas une journée, mais peut-être quelques semaines. Et après, le produit va être un peu moins bon, on va changer de saison. Donc, il est temps de passer à autre chose. Votre passion pour l'art contemporain n'est un secret, Pierre Gagnère, pour personne. On en reparlera, mais vous accrochez parfois des œuvres au mur ou au plafond de vos restaurants comme une prolongation de votre cuisine. Ouais. Mais tous les artistes ne partagent pas cette envie de voir création rimer avec consommation. Oui. C'est le cas de Marc Rothko, on en parlait, qui dans un contexte très particulier a refusé que ses tableaux soient exposés. Voici ce qui s'est passé. Nous sommes en juin 1958. La ville de New York inaugure ce nouveau gratte-ciel sur Park Avenue. Cet immeuble au cœur de la ville sera le premier à rester illuminé toute la nuit. Rothko a reçu une commande très lucrative. Imaginez les panneaux de son restaurant, le Four Seasons. Le peintre assombrit sa palette et déploie ses nuances couleur prune en format XXL. Un travail de titan auquel il décide pourtant de renoncer. En fait, ces tableaux n'iront jamais au Four Seasons parce que Rothko va y dîner, ça ne lui convient pas. Il dit juste en sortant, c'est le lieu où les salauds les plus riches de New York viennent juste bouffer, se montrer, et lui, il va garder les tableaux pour lui.
Insondables et captivantes, les couleurs flottantes de Rothko à Paris, aux 20h de TF1, 24 octobre 2023. Pierre Gagnaire, qu'est-ce que vous pensez de la décision de Rothko pour le Four Seasons ? Est-ce que cela veut dire que l'art ne devrait pas s'exposer dans les hôtels et les restaurants parce que la peinture ne devrait pas servir de papier peint ? Vous connaissiez cette histoire ? Oui, je la connaissais. Ça va au-delà du restaurant lui-même. Adèle Abdessemed, qui a travaillé pour nous là sur le restaurant de la rue Balzac, a eu un problème avec une commande qui n'a pas été honorée, justement, parce qu'il y a eu, pour des raisons politiques, les choses n'ont pas passé comme c'était prévu. Rothko, c'est très... je ne sais pas où il en était au niveau financier, donc peut-être avait-il les moyens de garder l'étoile. De refuser cette commande extraordinaire, et puis garder l'étoile. Je peux le comprendre, mais ça se comprend. Voilà. Alors vous avez cité Adèle Abdessemed, justement, à l'occasion de la rénovation du Balzac avec Marcelo Jolia. L'idée est venue de la réalisation par lui d'une fresque au plafond du restaurant. Vous pouvez nous dire un peu comment est née cette idée ? Alors, lorsque on a rénové le restaurant, Marcelo, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de modestie, alors que c'est une grande gueule, Marcelo, c'est quelqu'un de flamboyant, mais c'est quelqu'un d'une infinie gentillesse. Et là, il l'a vraiment prouvé. Il dit, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut mettre en scène quelqu'un qui tira bien. C'est Adèle Abdessemed. Moi, je connaissais son travail à Adèle, mais jamais j'aurais osé lui demander. Pas justement. Les artistes, ils ont un rapport compliqué avec les restaurants. La preuve, l'histoire de Rothko. Voilà. Et on a rencontré Adèle. Et Adèle, en fait, ça je ne l'ai jamais raconté, en fait, il avait imaginé un escargot avec une trace. Et la barbe d'escargot, ça ne fait pas rêver. Non. Et il fallait lui dire à Adèle qu'il accepte ça. Bon, on lui a dit... C'est vous qui lui avez dit ? C'est plutôt Marcelo qui l'a dit. Moi, je n'osais pas trop le dire, voilà. Bon, mais enfin, on était d'accord, absolument. Et puis est arrivé le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte que la nature a pris ses droits et que ce monde animal qui était bien enfoui près des autoroutes, on a vu des lapins, on a vu des cerfs, on a vu plein de choses incroyables. Et donc, il a fait cette fresque de ce monde animal qui nous observe. Adèle, c'est une de mes très belles rencontres de ces dernières années. Son amitié est sans faille. Il est généreux. Évidemment, il est talentueux. Et puis alors, puis il a apporté quelque chose au restaurant, indiscutablement. Il a donné une espèce de dimension inimaginable à cet endroit, qui est assez banal en fait. Au cœur de Paris, on n'est pas face à une montagne, on n'est pas près d'un lac. Balzac, oui, absolument. Voilà. Et puis aussi, ça a l'autre sens, c'est aujourd'hui le rapport à la bidoche. Alors, le rapport à la viande, le rapport au viandard, voilà. Alors moi, on sert un peu de viande. Je ne suis pas moi-même un gros mangeur de viande, mais enfin, je suis comme tout le monde. J'ai rien contre une côte de bœuf, voilà. Mais quand même, aujourd'hui, c'est une vraie interrogation. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un sujet assez important. La façon dont on cuisinait il y a 40 ans, quand j'ai démarré, il y a même 50 ans, même aujourd'hui, plus de 50 ans, on mangeait, on ne se posait pas de questions sur l'origine des produits, d'où ça venait. Tout le monde s'en foutait. Et sur la santé non plus, d'ailleurs. Oui, la santé non plus. Aujourd'hui, c'est devenu un sujet de société. Notre métier, on a une vraie responsabilité. Et moi, cette responsabilité, sans m'en rendre compte, je l'ai adossée dès le départ. Parce que dès le départ, je me suis attaché à n'utiliser que des beaux produits, à cuisiner, ça aussi c'est ma culture stéphanoise, avec économie, ne rien jeter, faire attention, acheter juste, utiliser tous les parties du poisson, faire attention à l'eau. Moi, c'est des choses qui m'ont obsédé dès le départ. Aujourd'hui, effectivement, on en fait un fait politique. Donc, vous avez raison, l'art, on vient de comprendre, contribue à la mise en scène du restaurant. Mais revenons au concret. L'aménagement, la salle, la table, les chaises. Oui. Quelle relation entretenez-vous avec les architectes qui dessinent vos restaurants ? Vous leur laissez carte blanche ou vous intervenez personnellement dans le choix du mobilier, des matières, de la lumière ? Alors, non, je fais confiance. Après, je dis j'aime pas, mais est-ce que je suis capable d'être force de proposition ? J'en suis pas sûr. Vous voyez, par exemple, Châtelaillon, le premier jet de ce restaurant qui a été créé il y a 3 ans,
J'aimais pas. Mais j'étais pas capable de dire oui, enfin si, j'ai émis quelques mots. Et cet architecte... ABP Architecte, on peut les citer. Ils ont fait un boulot. Ils ont quand même su comprendre ce que je voulais. Et ils ont fait un lieu qui est superbe, qui est vraiment... Que vous aimez. Ah, énormément, très réussi. Ouais. Alors, quel est pour Pierre Gagnère le meuble emblématique du restaurant? Est-ce plutôt la chaise, la table, le plan de travail, autre chose? La chaise est très importante. Oui, parce qu'on passe combien de temps à table en moyenne dans un restaurant gastronomique? Au moins 2 heures. Et parfois, c'est le double. Donc, on doit pouvoir se tenir droit, quand même se laisser aller. Ce siège, on ne doit pas le sentir. Il doit être le compagnon de votre corps. C'est un exercice inouï, la chaise. C'est probablement, en termes de design et de fabrication, le plus compliqué à faire. Oui. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a un espace que vous avez raté, ou avec le recul, vous vous dites... si c'était à refaire, je ne le referais pas comme ça, ou un meuble, par exemple. Une erreur d'aménagement, ça peut arriver. Vous me parliez des tiroirs avec les couteaux tout à l'heure. Oui, voilà. Alors là, je peux moquer Marcelo. Et pourtant, Marcelo, j'étais son premier client en 92, 90 même. Et il était encore étudiant, avec son compère Alain. Et là, il avait fait un lieu absolument extraordinaire avec des choses qui marchaient pas. Et là, pour la petite histoire, si je l'évoque, ça va le faire rire. Parce qu'on a des beaux tiroirs. Et ces tiroirs sont trop petits. Les couteaux rentrent pas. Vous lui avez dit déjà. Mais oui, il le sait, Marcelo. Il le fait exprès, non? Mais il n'écoute pas. Il pirouette et puis il passe à autre chose. Ouais. On parle de designer et d'architecte d'intérieur. Je crois que c'est à Saint-Étienne que vous avez rencontré François Bochet, qui avait dessiné les premières chaises du Balzac à la fin des années 90, qui avaient été fabriquées d'ailleurs par Line Roset. Il m'a dit que vous lui aviez aussi demandé de dessiner d'autres mobiliers. Il m'a parlé de plateaux à fromage. Vous vous souvenez de ça? Oui, qui sont superbes. Ah oui, plateau à fromage. Alors c'était quoi l'objectif là? L'objectif, c'était la démarche. C'était de servir le fromage devant les clients. Une roulante, impossible, puisque le restaurant, il y a 3 niveaux. Donc, il fallait trouver une idée. Et François nous a construit des petites tablettes, faciles à transporter, à la baucher, nickel, sobre, efficace, avec un petit surplateau sur lequel, justement, il y avait les fromages. Donc, facile à transporter. Très, très, très bel objet. Sans doute, l'objet que j'ai d'ailleurs sauvé de ma faillite. C'est ce qu'il appelle un boîte à cigares. En fait, moi, j'appelle ça un confiturier. C'est un poirier centenaire. Et cet objet est à la maison. Et chaque fois que j'ouvre cet objet, je pense à François. Et il est absolument magnifique. C'est un objet absolument intemporel. C'est l'époque où on pouvait encore fumer dans les restaurants. Oui. Notamment oui. Vous avez un goût affirmé pour le beau, on vient de le voir, l'excellence du savoir-faire. Mais est-ce que ce luxe et ce raffinement ne finissent pas parfois par intimider les clients? Non, parce que les lieux, ils sont occupés par des hommes et par des femmes. Et en fait, pour coup, c'est mon travail. Je fais en sorte de créer dans les lieux que nous occupons, créer des ambiances chaleureuses, amicales, détendues, sophistiquées, mais élégantes, mais simples. Voilà. Et c'est ce mix de simplicité et d'élégance discrète qui fait que les gens doivent être à l'aise. Et puis, c'est aussi tout un travail psychologique. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de la salle, dans le travail de la relation client. On doit faire en sorte que les gens soient bien. Moi, j'ai une phrase que je dis souvent. Vous recevez quelqu'un, cette personne, vous ne la connaissez pas, mais c'est un ami de la famille dont on vous a parlé, et ces gens-là, on les aime bien. Ils nous ont fait du bien. Faites en sorte que ces gens soient bien reçus. François Bochet me disait, Pierre Gagnère, il reçoit les gens au restaurant pratiquement comme si c'était chez lui. Oui. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est ça. On parle souvent de la salle, du décor et ce qui saute aux yeux, mais ce qui fait tourner un restaurant, et vous le savez bien, c'est aussi ce qui reste invisible, les cuisines et les coulisses. Ce sont ces espaces-là que j'aimerais explorer maintenant avec vous, Pierre Gagnère. Parce que l'archi d'intérieur et le design, ce n'est pas seulement une affaire d'esthétique, ça sert aussi à faire circuler les gens et les idées, à rendre le travail plus fluide. Alors que la cuisine ouverte ou semi-ouverte s'impose dans de nombreux restaurants, qu'en est-il des espaces invisibles? Sont-ils pensés pour aller vite ou aussi pour prendre soin de ceux qui y travaillent?
Pour introduire le sujet, je vous propose d'écouter les propos recueillis par notre reporter Zoé, qui a interrogé Nora Boisouni, autrice du livre « Violence en cuisine ». Ah. Aujourd'hui, il y a environ 200 000 postes vacants dans le secteur HCR, hôtel, café, restaurant. Le constat que dresse le ministère du Travail, c'est que le métier de cuisinier ou cuisinière est un des métiers les plus pénibles, est un des métiers avec le plus de risques psychosociaux dans le top 3, avec l'agriculture par exemple. Donc il faut aussi permettre aux travailleurs, travailleuses d'avoir des conditions de travail respectueuses, agréables, et ça passe par l'architecture, par l'ergonomie. Faire appel à un ou une architecte d'intérieur, ça peut être intéressant. En revanche, cette personne ne connaît pas les contraintes inhérentes au métier. Donc, cette personne doit travailler avec un ou une ergonome dont le métier est justement d'adapter le mobilier, d'adapter les postes de travail pour améliorer la qualité de vie au travail des gens qui passent leur journée en cuisine. Et c'est quand même à eux qu'il faut penser en premier. On vient de l'entendre, les conditions de travail en cuisine sont particulières, on peut dire dures ou pénibles, je ne sais pas, vous allez nous répondre sur ce sujet, et l'aménagement des espaces peut vraiment changer la donne. Vous, Pierre Gagnère, comment est-ce que vous pensez les espaces pour vos équipes? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez personnellement ou vous la menez aussi justement avec les architectes d'intérieur avec lesquels vous travaillez? Parce que la question, c'est effectivement qu'est-ce qu'ils connaissent de... Ils savent effectivement aménager les flux et les temps d'attente ou les temps de repos dans les espaces clients. Mais ce qui se passe derrière en cuisine, là, c'est vous qui le savez, en fait. Oui. Ouais, juste une petite pas de côté, là, par rapport à ce que j'en ai entendre. Moi, aujourd'hui, est-ce que c'est dû à l'âge que j'ai? Moi, j'ai une admiration sans borne pour les gens qui sont dans des lieux de vie, pour les gens qui sont dans les EHPAD. Eux font des métiers très, très durs, très mal payés. C'est des gens invisibles. Alors là, c'est un sujet... là, oui, ben, ils souffrent. La cuisine, les gens sont jeunes. Ce livre a fait polémique, je ne l'ai pas lu. Les conditions de travail, il y a des problèmes, ça, c'est clair. Ce que je peux regretter, et là je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, dans les projets qui sont menés, souvent, et même tout le temps, sauf exception, on ne prend pas le temps de réfléchir à l'espace de travail des cuisiniers. C'est à ça que je voulais en venir. Et ça, je suis d'accord. Ça, c'est un côté invisible, là, il y a une invisibilité. Mais pourquoi? Parce que ça coûte cher. Alors là, c'est vrai qu'on pense d'abord à la déco, on pense d'abord au côté efface, et je suis évidemment contre ça, mais on pourra aller plus loin. Mais c'est des problèmes économiques. Parce que, il faut le dire et le redire, j'en profite pour peut-être le dire, nos métiers sont des métiers de gagne petit. Les rentabilités sont très très faibles. C'est des métiers avec une main-d'œuvre qui est chère à cause, comme toute entreprise, avec des charges trop élevées qui font que, qu'est-ce qu'on fait? Pas chez moi. Enfin, je crois pas. On supprime un commis, on supprime mais au détriment du stress. Voilà. Et le stress, il est souvent dû à parfois un manque de personnel. Puis éventuellement, effectivement, des conditions de travail un peu précaires, mais enfin quand même, globalement aujourd'hui, ce matin, moi j'avais l'inspection du travail, ces deux dames, elles n'étaient pas là pour voir le Pierre Gagnère des magazines, elles venaient pour contrôler nos lieux. L'entreprise, voilà, oui, le lieu de donc on est contrôlé, Gagnère. donc aujourd'hui il y a quand même des contrôles, il y a quand même, les choses elles ont beaucoup beaucoup évolué. Et puis le matériel lui-même, l'électricité, l'induction, il n'y a plus du charbon, il n'y a pas de charbon. Enfin, les conditions de travail, elles n'ont rien à voir avec celles que j'ai même connues, moi, des années 60. Vous parliez de la lumière, ça c'est quand même un sujet aussi important, que ça soit dans la salle ou dans les cuisines. Très important. Et ça, c'est trop négligé. Ça, c'est peut-être quelque chose dont vous vous occupez plus personnellement, puisque vous êtes sur place, en fait. Mais c'est pareil. C'est un sujet, faut trouver la bonne personne. Parce que l'archi, souvent, c'est ça qui me déçoit d'ailleurs. Pour moi, architecture d'intérieur devrait être automatiquement light designer. C'est pas toujours le cas, vous avez raison. Ils n'y connaissent rien, la lumière. Il n'y a pas de réflexion. Isoler les zones. Pas foutre des variateurs à la con partout. Enfin, oui, c'est pas la même lumière selon le moment. Mais entre l'hiver, l'automne, voilà. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que dans la restauration que le problème se pose, des espaces des salariés. Ça, c'est vrai aussi en hôtellerie, parce que nous, souvent, on est consultés sur les chambres et les zones publiques.
jamais sur la partie... Donc c'est peut-être effectivement un moment ou un endroit un peu invisible du design. Alors finalement, est-ce qu'on peut créer un restaurant qui soit aussi beau ou aussi fonctionnel, peut-être pas beau, mais aussi fonctionnel pour les clients que pour ceux qui y travaillent? Vous avez commencé à répondre un peu sur ce sujet. Non, je pense que chez nous, c'est fonctionnel. Je pense que moi, avec des moyens, les moyens que j'ai, mais je fais en sorte que les gens aient toujours les bons objets, que tout marche, que la clim soit constamment révisée. On n'attend pas le mois de juin, les grosses chaleurs, pour que tous les filtres soient nettoyés. Parce qu'il faut préciser que c'est un métier physique quand même, ce que vous faites. Donc, oui, il faut faire en sorte que tout roule, quoi. Voilà, moi, c'est ce que je dis à mes gars, mais attention, dès qu'il y a un problème, je veux le savoir et je veux pas que les gens souffrent parce qu'il y a un objet en souffrance. C'est pas possible, ça. C'est pas acceptable. Pierre Gagnaire, avant que l'on se quitte, j'ai encore quelques questions à vous poser, un peu plus personnelles, si vous voulez bien. En 2006, vous vous êtes engagé aux côtés du ministère de la Justice et de la Direction de la Protection de la Jeunesse en faveur de l'insertion des mineurs en difficulté, en accueillant dans vos cuisines des mineurs délinquants et en invitant 500 autres chefs à vous suivre. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la cuisine, c'est un espace de transmission, voire de rédemption? Oui, parce que la nourriture, ça parle à tout le monde. Tout le monde mange. Ça fait partie des 2 moments qui font que l'humanité fonctionne. Voilà, avec l'amour. Voilà. Le prisonnier, le délinquant, il y a un moment, il doit manger. Donc, c'est pour ça que la nourriture parle à tout le monde. Parce que, qu'est-ce qu'on mange ? La gamelle, c'est... C'est la gamelle. C'est capital, quoi, voilà. Et le cuisinier devient l'homme le plus important de ce moment, quoi. Voilà, donc, on a toute notre place dans la société. Qu'est-ce qui reste 20 ans après de cette initiative, justement? Malheureusement, il y a eu un changement de ministre, donc changement d'objectif, changement de politique. Aujourd'hui, mon petit engagement, c'est l'Étoile est solidaire, qui pour le coup est issue d'une personne qui s'appelle Marie Guyot, qui était dans les EHPAD, a vu des choses pas bien, et elle a créé cette association. Elle se bat de façon formidable pour justement amener de la joie chez des gens qui sont encore chez eux et qui sont atteints de solitude, d'une immense solitude, parce que les enfants sont loin, les enfants, ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes. Et d'ailleurs, c'est le sujet aujourd'hui, sans doute le plus important qui va arriver, c'est l'accompagnement. J'ai recueilli plusieurs témoignages qui m'ont tous confirmé que vous étiez très généreux en conseil à celles et ceux qui vous en demandent. Quel conseil donneriez-vous à un ou une architecte d'intérieur qui voudrait concevoir l'espace d'un restaurant ? Il y a des hérésies totales, effectivement, par manque de modestie. Il faut que la photo soit parfaite. Puis après, on est dans les magazines, avec le petit bouquet de fleurs. Non, un restaurant, ça vit. Ça se détruit. Ça s'abîme. Il faut des portes solides. Il faut des boutons qui soient placés au bon endroit, des prises au bon endroit. Il faut partir de la fonctionnalité. Moi, par exemple, en cuisine, par exemple, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Quand on sert quelque chose, il faut que ça soit facile à manger. Je dis pas faire de la bouillie, pas faire de l'écrasé, pas faire des purées, mais que lorsque vous mettez dans un très beau bol, vous mettez des courgettes longues, encore les courgettes, elles se plient, mais des carottes longues comme, elles font 8 cm, alors que le bol fait 3 cm, comment il fait pour manger? C'est peut-être très beau. Et donc, il faut penser à la façon dont la personne va déguster ça, sans s'en mettre de partout, sans se prendre la tête. Donc, on doit aussi penser à la façon dont ça se mange. C'est du design, ça. Et donc, voir comment ça marche, la fonctionnalité, la plonge, la vaisselle, comment on peut rentrer, comment on peut sortir, les circulations, sans se rentrer dedans, la circulation. Ce qu'ils savent pas faire, c'est, je dirais, tout le back-office, un peu moins visible, l'invisible qui va rendre le reste fluide, tranquille, paisible. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le calme. Oui. Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Pierre Gagnaire de nous avoir mis l'eau à la bouche. Merci. Mais aussi et surtout de nous avoir rappelé que l'émotion, le partage et la générosité étaient les points cardinaux, non seulement de votre métier, mais aussi de celui de la création et de l'aménagement des espaces qui reçoivent du public. Chaque mois, dans Espèces d'Espace, je reçois une personnalité pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces. Je suis Max Flageolet, directeur de Line Rosay Contract. Vous trouverez en description toutes les informations pour me contacter, ainsi que les références citées dans l'émission.
On se retrouve le mois prochain. En attendant, si ce podcast vous a plu, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Allez, salut. Au revoir Max.